Le plaisir est immense de vous retrouver pour parler de l'actualité nationale et internationale dans Club Sport Santé. Nous évoquons trois thématiques et pas des moindres. Nous abordons d'abord le volet concernant le championnat national de football de première division avec beaucoup de buts, de victoires, de nuls et de défaites de part et d'autre. La SCK rejoint au classement par l'ASCO. Tout le décryptage justement de cette 12e et avant-dernière journée de cette phase aller. Nous évoquons également la D1 féminine de football. Un mot bien sûr sur ces demi-finales aller des playoffs avec l'équipe de l'US Amont qui semble prendre une option pour la prochaine étape pendant ce temps. Incertitude autour de l'US Koroki et la SOTR. La troisième thématique concerne la Coupe d'Afrique des Nations de handball chez les messieurs qui se déroule actuellement au Rwanda avec l'Égypte dans la peau du grand favori, le Bénin et l'Ouganda qui sont dans la compétition. On parle également de leur actualité. Voilà pour le menu du jour. Installez-vous confortablement tout de suite là. Avant d'aborder bien sûr le NATO et tout ce qui va avec, on prend toujours le temps et le soin de saluer nos invités en plateau. Il y a bien sûr Charles D'Ernesto qui est avec nous encore pour ce nouveau numéro, cette nouvelle aventure. Charles, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, le plaisir est partagé et c'est toujours un honneur pour moi de répondre à l'invitation de SOS Docteur TV. Vous vous sentez bien ce matin? Ben, c'est la bonne forme. C'est la bonne forme. Nous l'espérons également pour David Oloni qui est avec nous. Salut David. Bonjour Angelo, bonjour Charles et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à présent. Ça fait quelques numéros, on Oui, l'a pas vu. Oui, ça. Vous avez manqué à beaucoup de gens. C'est normal. D'accord. Merci messieurs. On commence par parler bien sûr de la DLE NATO, la 12e et avant-dernière journée de la phase aller. Messieurs, on rappelle tout de suite que dans ce contexte-là, il y a eu des matchs, un match en avancée, notamment la SCK face à Gbolwessou. La dernière fois, Charles en parlait, la première de Bonfoy à Rimiao sur le banc des Requemal. Apparemment, c'est un bon point pris à l'extérieur pour cette équipe de Gbolwessou. Oui, un bon point pris à l'extérieur, surtout que c'était le leader au classement à SCK. Ben, je pense que ce qui a plus favorisé l'équipe de Gbolwessou dans cette situation, c'est Bonfoy, qui a déjà joué avec l'AS Binan face à la SCK. Donc, il faut dire que c'est l'effectif de Gbolwessou à revoir. Sinon, en principe, Bonfoy devait gagner ce match parce que déjà face à la SCK, c'est vrai, l'AS Binan s'est incliné. Mais cependant, il y a eu du bon jeu qui a été produit. Maintenant, au niveau de Gbolwessou, je pense que depuis le début de la saison, c'est un club qui n'arrive pas à aligner successivement les victoires. Et on a vu, en l'espace de 12 journées, on a connu 3 entraîneurs. Oui. Et donc, c'est une première en tout cas. Oui, c'est une première. Maintenant, la grande interrogation, est-ce que c'est plus un problème d'entraîneur ou un problème d'effectif ou un problème extra-sportif au club? Donc, c'est ce qu'il faut chercher. Tout ça pour un seul club. Oui, à voir comment le déroulé de ce qui se passe, il faut se poser des questions. Maintenant, pour Bonfoy à Rimiao, tout le monde sait que c'est une mission très difficile. Oui. Un club qui se retrouve carrément à la 13e position et on demande à cet entraîneur-là de faire ce travail-là, de remonter au classement pour arriver ne serait-ce qu'à la 2e place. Or, on sait que entre ne serait-ce que l'ASCO de Kara qui était 2e au classement et Gbolwessou des Lacs, ça fait 12 ou 13 points de différence. C'est énorme. Ça fait pratiquement 4 matchs à gagner tout en se faisant l'idée que ses adversaires la perdent, ce qui n'est pas possible. Donc c'est un gros travail qui attend Bonfoy à Rimiao. Mais pour un début, un match nul à l'extérieur, oui, c'est bien, c'est pas mal. La SCK, David nous a habitués à marquer des buts, quel que soit l'adversaire. Et là, la SCK était à la maison, mais n'a pas inscrit le moindre but. Comment vous l'expliquez? La SCK, le samedi, était face à un entraîneur revanchard qui voulait se rattraper et montrer aux fanatiques du football qu'il est un expert en la matière. Et voilà pourquoi Bonfoy à Rimiao n'a pas donné la moindre chance à cette équipe de la SCK. On a vu ce qui s'est passé. Et moi, je dis, c'est pas l'AS Gbolwessou. Le problème, c'est même pas un problème de coaching, mais plutôt un problème qui vient d'ailleurs peut-être
C'est une incompréhension totale des dirigeants qui ne veulent pas faire les choses convenablement et permettre à cette équipe d'évoluer. Mais ils ont un objectif, il faut le respecter, David. Il faut le respecter. Quand, je l'ai déjà souligné ici, quand nous-mêmes on est là et on se met les bâtons dans les roues pour que ça n'avance pas, c'est sûrement ce qui vient. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils fassent confiance dans la clé de l'équipe à ce bon monsieur qui vient comme un Jésus pour les sauver. Bon, fois Rémi Yao, on sait pertinemment, avec l'AS Bina, il a produit du beau football. Oui. Malgré tout cela, ça n'a pas marché. Il y a eu un petit souci là-bas. Aujourd'hui, s'il a la clé de cette équipe de l'AS Beolesu, on verra que ce monsieur sera à l'aise et va mettre en place beaucoup de choses. Et aussi, il faut lui permettre de trouver quelques joueurs quand il y en aura la fenêtre de transfert, oui, qui puissent trouver des joueurs pour pouvoir colmater les brèches. Parce que j'étais à Nérol une journée, j'ai vu cette équipe-là jouer, c'était pas ça. On dirait qu'ils sont en train de colmater les brèches avec certains joueurs à certains postes. Et on rappelle que cette équipe de Beolesu avait terminé deuxième la saison écoulée. Et derrière, on a eu à amener des joueurs qui ont disputé la phase interclub. Et qui ont été libérés par après. Et ça, franchement, pour avoir une stabilité, c'est vraiment compliqué. Mais si on continue nos analyses et décryptages pour parler de ce match, le derby de la cause entre ASCO de Kara et Semassi de Sokodé. À l'arrivée, David, c'est ASCO qui s'impose 2-1. Logique, ou bien Semassi a raté sa chance? Non, logique. ASCO est en train de tout faire pour attraper la SK. Et actuellement, perdre des points, ils ont déjà perdu beaucoup de points et ils veulent se rattraper rapidement et se mettre en même diapason que la SK. Voilà pourquoi le match contre Semassi, c'était un match où ils devaient gagner ou gagner. Et il y avait non pas de conditions. Donc, et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont essayé de gagner et de rattraper la SK. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Est-ce que cette victoire va les permettre d'être plus requinqués et de se réveiller définitivement et prendre la première place? C'est le wait and see. Sur ce match-là, je voudrais avoir votre avis parce qu'on parlait la dernière fois de Ouro Bodi Arissou qui ne marquait plus. Il s'est réveillé face à Asco, sauf que son but n'est pas décisif pour Semassi. Oui, il a voulu même prendre un peu le large au niveau du classement des buteurs. Exactement. Parce qu'il a raté un pénalty aussi. Il a raté un pénalty dans la rencontre. Moi, je dis Asco, déjà ayant la nouvelle que c'est-à-dire ASK qui est leader au classement a fait match nul la veille, je pense que comme David l'a dit, le leitmotiv c'est la victoire ou rien. La victoire ou la victoire, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai, c'est moi si quoi qu'on dise, il faut excuser cette équipe-là qui n'a pas cet effectif-là pour pouvoir terminer cette première phase de la saison. C'est vrai que l'entraîneur Oloufade Kambi a des regrets à la fin du match parce que il s'est dit qu'il y avait des situations de but que ses attaquants devaient concrétiser. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Maintenant, face à Asco, vous savez, l'Asco, c'est une équipe vraiment très opportuniste. On a vu la journée précédente à Lomé face à l'Étoile filante. Un seul but. Quoique litigé, mais c'était une victoire acquise. Et puis bon, maintenant à domicile, il fallait aussi s'imposer. Ce qui a été fait 2-1. C'est logique parce que on sent vraiment cette année que Asco de Kara veut jouer le titre. Et ça se fait voir dans le jeu, même si dans le jeu, Asco ne produit pas, mais au niveau du discours de l'entraîneur, on sait que l'envie, c'est de pouvoir terminer à la première place, même si le jeu n'est pas mal. Nous marquons un but de plus que l'adversaire et puis on avance. Et on ferme la boutique. Messieurs, nous allons vous proposer la réaction de Lambert Yaouamani, le coach de l'ASCO, justement à la fin de ce derby de la Cosa. Bon, écoutez, un derby ne se joue pas, un derby se gagne. Je pense que sur l'ensemble des 90 minutes, on a bien maîtrisé le match. Bon, quand on a été mené, on n'a pas paniqué, on a continué à jouer. Puis le jeu nous a récompensé. On est toujours heureux quand on remporte un derby. Oh, j'ai dit toujours la même chose aux joueurs, et on peut gagner un match au début comme on peut le gagner à la fin. Le reste, c'est de constant dans ce qu'on fait durant tout le match, de ne pas être
un intermittent du spectacle. Voilà, on a eu l'emprise sur le match. On a continué à jouer, à pousser, et puis on a été récompensé offensivement de nos efforts. Je ne juge jamais mes adversaires, je vous l'ai dit plusieurs fois. Tant que je peux les battre, moi ça m'arrange. On n'a pas l'habitude de parler de son adversaire, Lambert Amani, Charles. On comprend que dans son jeu, pas question de flamboyance, efficacité, pragmatisme. Oui, mais je l'ai dit bien avant, il dit un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais le plus important, qu'importe la manière, le plus important c'était de gagner. Vous avez vu que, certainement qu'en première mi-temps, il a pris le temps d'étudier un peu le jeu de son adversaire. Quand il dit qu'il ne veut pas parler de ou bien qu'il ne parle pas de l'adversaire, ça veut dire qu'il ne veut pas montrer la faille ou bien féliciter, même si l'adversaire ne le mérite pas. Donc, il a préféré garder cet aspect de la chose. Est-ce qu'il ne manque pas de fair play? Non, mais vous savez, ça dépend de... Il a ses raisons. Peut-être il a ses raisons. Il a ses raisons, d'accord. En voulant peut-être parler de l'adversaire, c'est qu'il va dévoiler des choses qu'il ne devait pas dire. Donc, il préfère se taire. Mais je pense que ce qui a été intéressant, le ton que Asco a pu égaliser et prendre le dessus. Vous voyez, 55e, 57e minute, ça veut dire que on a su trouver la faille. Ils ont préparé leur coup. Ils ont préparé le coup. Dès qu'ils ont trouvé la faille, ils ont mis. Et puis bon, le temps que Semassi ne se réveille, l'avance était là. Maintenant, le penalty est arrivé. Body Arisou un peu avant parce qu'il voulait chasser le titre de meilleur buteur. Mais malheureusement, le ballon a été capté par le gardien de but d'Asco de Cara. Mais quand même, c'était un match très intéressant du point de vue public. Bon. D'accord. On pourra également écouter Olufade Adekami juste à la sortie du match. C'est où sa déclaration justement à la fin de ce derby de la Cosa. De gagner ce match, vu le contenu, vu les occasions qu'on a eues, vu comment en première mi-temps on a joué en bloc bas, qui a dérangé un peu Asco, qui a fait qu'on a pu marquer le but avant d'aller à la mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, sur une erreur de positionnement de notre défense, ils ont su égaliser. Mais après, maintenant, quand on est sorti, c'est vrai que le deuxième but aussi est arrivé au mois de... c'est vrai que le jeune Tridier, il a fait un bon... Il a eu une belle balle et puis directement, il a tiré sans contrôle, qui a vraiment trouvé le petit filet de notre but. Pour moi, je pense que les deux buts, on peut les éviter. Mais après ça, on a changé façon de jouer. On est revenu à 4-3-3, où on a mis encore en difficulté Asco. Vous avez vu les occasions qu'on a eues. On a eu un penalty qu'on a raté. Après, on a eu des occasions nettes, 4 occasions nettes qu'on a ratées aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on méritait vraiment de gagner ce match. Mais pour moi, je pense que la chance n'est pas à notre côté. On va retourner, on va travailler. Comme je viens de le dire, vous avez vu aussi, on n'est pas à 18 sur la feuille de match. Pour moi, je pense que vivement qu'on finit le dernier match pour qu'on puisse vraiment recruter et renforcer vraiment l'effectif. Pour moi, je pense que Semassi mérite mieux. C'est vrai qu'avec l'équipe qu'on a, c'est pas une équipe solide. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on mérite. L'impression qui se dégage, Olufade Adekami a du mal à retrouver son latin. David, les défaites ne font pas du bien au coach des Sémons. Vous savez, Olufade est à la tête d'une équipe de Sokodé. Et ces messieurs sont tellement exigeants concernant la victoire. Et quand il y a tellement de défaites, et quand il n'y a pas de victoire, les supporters d'abord sont embarrassés et les dirigeants aussi commencent par réfléchir comment trouver rapidement les solutions. Et à l'heure où nous parlons, ça fait 4 matchs sans victoire pour Semassi. C'est trop. Et je pense que actuellement même, Olufade, même là où il est, il doit vraiment se poser des questions à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et les dirigeants aussi ne vont pas le laisser tranquille. On va l'appeler, on va lui poser des questions. Il doit répondre à beaucoup de questions. La dernière fois, il s'est plaint que c'est comme ça, c'est des jeunes, les joueurs, il n'a pas l'effectif. Effectivement. Qui a préparé l'équipe pour le championnat? C'est lui. Combien de blessés a-t-il aujourd'hui? Il est là, dormi, en disant que c'est comme ça, c'est parce que les joueurs sont blessés. Non, il a préparé l'effectif pour. C'était son équipe. C'était lui qui dirigeait l'équipe la saison dernière. Aujourd'hui, cette saison, il a trouvé, je dirais, des arguments pour nous berner. Non, Semassi ne va pas accepter cela. Et les supporters que je connais très bien de Semassi,
qui sont à Lomé ici avec quelques-uns avec qui je discute, ils risquent de le mettre à la porte s'ils continuent sur cet élan. En tout cas, pour la phase aller, il y aura un bilan, bien sûr, à mettre sur la table du côté de Olufade Adekami. Vous le sentez impuissant pour terminer sur ce sujet, mon cher Charles? Non, ben, vous allez voir qu'il était un peu déboussolé, Oui. Malgré le sourire, c'est-à-dire le sourire cachait de l'amertume. De l'amertume, oui, la déception, du de la regret. déception, parce que sur 12 points, c'est Massina engrangé qu'un seul. Un seul. Un match nul. Wow, c'est très très loin. Hein, oui, ben c'est beaucoup de points. Avec cette défaite, je pense que Semassi doit dégringoler vers la 6e ou la 7e place au classement, alors qu'à la journée précédente, après le derby, où Unisport a battu Semassi 1-0, c'était 3e, 4e au classement. Oui. Avec cette défaite et puis la victoire de Dito et autres, c'est tellement qu'ils vont passer devant. Effectivement. Ben je pense que à l'opposé de David, moi je dis il y a des situations atténuantes pour Olufade, qui a dit qu'en début de saison, il y avait eu un problème interne au club, ce qui a fait que le recrutement ne s'est pas passé comme cela se doit, et que bon, il attend forcément le mercato pour pouvoir renforcer cette équipe. Maintenant, moi, ma grande interrogation, est-ce que le renforcement de l'équipe, ça va se faire avec quels joueurs? Si d'autres joueurs, où va-t-on les trouver? Où va-t-on les trouver? Parce que là, déjà, les bons joueurs ont été pris en début de saison par les clubs qui ont été plus rapides. Oui. Ben, à moins que de bons joueurs ne sont pas titulaires là où ils sont partis. Bon. Et là, par rapport au profil que veut Semassi, ce sont des joueurs qui peuvent rebondir là-bas. Ben, c'est ce qui va avantager cette équipe. Mais vivement, il est très important que Semassi retrouve de l'efficacité lors de la phase retour. Très important parce que c'est vrai que c'est un club promu, mais au même moment, il y a le nom, l'identité qui est collée à cette équipe, qui fait qu'on ne pardonne pas à Olufade parce que c'est un club promu. Et je vous rappelle tout simplement que c'est le club le plus titré du championnat togolais, de l'histoire du football togolais. Donc ça se comprend comme quoi Semassi doit remonter la pente le plus vite possible. Messieurs, il y avait également d'autres résultats lors de cette 12e journée. Unisport et Dito qui gagnent à la maison face à leurs adversaires. Quoi qu'on dise, oui, le Dynamique togolais et l'Unisport, voilà deux équipes également qui avancent très très bien. Charles et puis David, qui veut réagir justement sur le sujet? Ben, je pense que Dito s'est réveillé encore une fois de plus. Parce qu'avec Dito, c'est difficile aussi d'enchaîner 2 victoires de suite, tout comme la SOTR. Ça, c'est vrai. Oui, l'Unisport a gagné son match précédent. Oui. Ça fait 2 de suite. Ah oui, intéressant. Oui, je pense que c'est une très belle victoire pour rendre hommage au secrétaire général du club, Tchakbele, alias Roi Pelé, que tout le monde connaît très bien, qui a quitté le monde des vivants le vendredi. C'était une victoire méritée pour ce club-là. Maintenant, derrière, il n'y a pas d'objectif fixé, mais avoir l'allure du club, ben, je pense qu'à ce jour, Unisport doit se retrouver à la 3e place. 3e place, oui. Donc, ça veut dire que Unisport, quoi qu'on dise, mine de rien, est en train de titiller le haut du tableau. Et ça, c'est déjà bien. Maintenant, derrière, Dito, promu, ben, je pense que l'automatisme va arriver. On a encore vu un match très physique face à Gomido, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, il faut dire que les Showboys ont subi. Les Showboys ont subi le match et cette fois-ci, Dito a été plus offensif en mettant 2 buts. 2 buts sans en prendre. Sans en prendre. Je pense que c'est l'une des rares rencontres que Dito n'a pas encaissé de but. C'est déjà pas mal. On espère vivement que la deuxième phase soit encore plus décisive, plus décisive pour toutes les équipes, et pour qu'on voit également des victoires enchaînées. Parce que ça a manqué. N'est-ce pas? Oui, rarement, à part l'AC Barracuda qui a fait en tout cas un bon début de saison, après également des situations compliquées, des accros connus par l'équipe de Adénion Considé dont on m'a parlé tout à l'heure, juste le cas d'Ito, c'est une bonne victoire face à Gomido. Quand on dit souvent que Gomido à l'extérieur va mieux, mais là, Dito a dit stop, arrêtez-vous. On est face au robot rouge, vous ne gagnez pas. Dis-toi trouver les mots justes, la chimie nécessaire pour pouvoir arrêter Gomido à l'extérieur. Ils n'ont pas voulu eux-mêmes, ils étaient en difficulté. Donc, tout le monde cherchait les points à tout prix. Voilà, Dito, Charles a déjà mentionné, ils sont toujours physiques et ils l'ont encore démontré une fois encore.
à travers ce jeu. Et un but marqué à la 80e minute par Bilal Sapao. Sapao, voilà. Et Mohamed qui a marqué un but à la toute dernière minute du match, à la 90e minute. Ouais. C'était vraiment formidable. Et maintenant, Dito se permet de s'asseoir confortablement et maintenant voir, réfléchir. C'est plus le maintien maintenant. N'est-ce pas? À l'heure actuelle, c'est plus le maintien. Ah, c'est quoi? Il faut réfléchir maintenant, il faut envisager. Il rêve de quoi? Voir si on peut aller titiller. Avoir l'ambition d'être champion? Ah oui, pourquoi pas? Mais vous êtes d'accord avec moi que si ce n'est pas que la politique que Dito a menée en amenant les corps habillés, aujourd'hui ou déjà depuis la saison dernière, Dito devait être premier au classement. Bon, rien n'est garanti. Non, mais vous voyez, non, il faut voir le cheminement de l'équipe avec Barabako. D'accord. Oui, Dito, ça c'est vrai. Oui, Dito faisait partie des 3 meilleurs équipes sur 2 années. Et on se disait que c'est une équipe aussi qui ne laisse pas partir très tôt les joueurs. Oui, c'est vrai. Quand vous venez, minimum, vous devez faire 2 ans. Mais après 2 ans, on les chip également. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que si ce n'est pas cette politique-là, Dito devait être en tout cas les grands clubs. Un sérieux candidat. Pourquoi pas au titre. En tout cas, ça reste une équipe très sérieuse, très organisée, cette équipe du dynamique togolais de Patumbi Liabe. Messieurs, on va évoluer vers cette équipe également qui retrouve un peu de la brillance. Il s'agit de l'Étoile Filante de Lomé qui a battu en déplacement à l'Istanbul. La dernière fois, on en parlait justement sur ce plateau. Il n'y avait pas d'amitié entre Tony Agbessi et Agosé Silva. Doublé de Faras Chamo, l'Étoile Filante qui renaît enfin. Effectivement, l'Étoile Filante aussi retrouve du sourire et avait sur un doublé de Faras Chamou. On dirait que, la fin de la première partie sourit à l'autre attaquant. Parce qu'entre-temps, pendant pratiquement 5 journées, ils sont devenus paresseux. Ils ne voulaient plus marquer. Est-ce que c'est paresseux ou... Non, mais... Je pense que pour moi, un bon attaquant, c'est au moins un but sur 2 matchs quand même. D'accord. Ah oui, au vu du niveau de notre championnat, un bon attaquant, au moins un but chaque 2 matchs. Malheureusement, on a vu Faras Chamou, je pense que son dernier but remonte, je pense, à la 6e journée. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, il est à 6 buts. 6 buts après 12 journées. Ça fait combien? Une moyenne. Une moyenne. Voilà. Pourquoi moi je parle de paresseux? Non, mais au fait, c'est juste pour les titiller, à mieux faire pour la phase de retour. C'est très important. Je pense que si on veut vraiment mettre en valeur ce championnat, à cette heure-ci, normalement, le meilleur buteur devait être au moins à 10 ou 12 réalisations. Et bon, maintenant, sur le match Tambo-Étoile Filante, je pense que Tony Agbessi n'avait pas voulu donner du sens à la revanche, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu, c'est-à-dire que l'Étoile Filante n'a pas donné du temps à son adversaire, quoique Tambo évolue à domicile, mais on a vu que l'Étoile Filante au niveau du contenu de jeu était supérieur. Et bon, je pense que 2-0, ça fait du bien à l'Étoile Filante, qui aussi n'a plus aligné des victoires successives. Ça fait déjà plusieurs journées. Maintenant, à Istanbul, il s'est tant bien que mal de sauver sa saison. Et on prend les matchs, match par match. Et puis bon, maintenant, face à l'Étoile Filante, je pense qu'on peut dire que c'est juste un faux pas. N'est-ce pas? Un accident de parcours pour les Flèches Pimentées. Il y a également une équipe qui a du mal à avancer. C'est Espoir FC du Zio, qui la dernière fois a concédé un nul face à l'AS Bina de Théophile Bola. Oui, vraiment. L'AS Bina de Théophile Bola n'est pas une équipe à sous-estimer. À l'heure actuelle, il va falloir vraiment faire avec. C'est une équipe qui revient à petit feu. Petit à petit, et moi, je dis, rien n'a joué pour le moment, malgré qu'ils sont distancés de à peu près 5 points avec l'OTR. C'est pas encore un problème. Ils peuvent revenir à tout temps. Et c'est une équipe qui a commencé par montrer de très bonnes choses. Et toutes les équipes doivent se méfier. Malheureusement, ils ont essayé de gagner le match, mais ils n'ont pas pu. Et les Verts de Zion aussi ont essayé aussi à leur manière de dompter cette équipe de l'AS Bina. Mais malheureusement, le score à la fin, c'était un but partout. Et aujourd'hui, il va falloir réellement compter avec cette équipe de l'AS Bina. Et moi, c'est un son d'alerte que c'est votre pari. Tout le monde. Et
c'est pas encore fini pour l'AS Milan. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Ça reste le pari de David Louni. En tout cas, on va suivre tout ça de très très près lors de la phase retour qui va arriver dans pas longtemps. On termine, messieurs, notre décryptage sur la D1 Lonato avec bien sûr ce match-là, ce derby de la capitale entre l'AS OTR en 32. 5 buts marqués dans ce match. Ah oui, c'est rare en tout cas de voir autant de buts dans un match. Vous aimez ça? Oui, c'est ce que nous aimons. On a déjà vu Gomido, AS OTR à domicile. Exactement, oui. Je pense que dans les matchs où il y a assez de buts, ça régale tout le monde, de part et d'autre. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un peu mal, c'est l'équipe de l'AS OTR qui a ouvert le score dès la première minute, mais qui n'a pas su gérer cette avance-là. Et finalement, le match qui s'est soldé par une victoire, 2 buts contre 3. Je me dis que pour la SOTR, il faut toujours continuer par travailler et permettre à cette équipe-là de souffler vraiment. Une équipe qui a terminé la saison dernière à la 3e place et qui souffre pour cette première phase du championnat. En étant à l'avant-dernière position. Ah oui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Peut-être cette défaite-là allait être transformée en une victoire hier et que, en plus du match nul, de espoir de Zio, cela devait permettre à l'AS OTR de sortir de la zone rouge. Première fois de la zone rouge. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pas le cas. Et puis on a vu une équipe d'entente de très compactive. Très combative, une équipe qui revient d'une défaite d'Anero face à Bolesou. On s'est dit que c'est l'occasion ou jamais de se donner un peu d'air avant la fin de cette première phase. Félicitations à Monguei Gueye qui essaie de découvrir peu à peu l'environnement du football togolais. La réalité du football togolais. Avant d'avoir votre réaction, David, on va écouter justement François Monguei Gueye, l'entraîneur principal de l'Entente 2 au sortir de ce derby victorieux. On perd des matchs qu'on ne doit pas perdre. Et Dieu a fait, aujourd'hui, nous avons gagné. Je tire la bravoure de mes poulains. Ils se sont battus pendant 90 minutes pour avoir la victoire. Et on a joué contre une grande équipe aussi de l'équipe adverse qui pose bien le ballon, qui fait circuler et tout. Donc on a en profité. Mais aujourd'hui encore, nous avons donné 2 buts. C'est un peu notre péché mignon. On va toujours chercher à travailler parce que il ne faut pas offrir les buts à l'adversaire comme ça. Si après elle ferme, on ne pourra plus égaliser. J'ai boosté un peu dans les vestiaires parce que c'est inadmissible de prendre un but en début de match. C'est vrai que c'est le foot, mais un but froidement. Mais il faut qu'ils se réveillent parce qu'il y a encore 45 minutes. Donc ils ont compris le message et puis bon, ils ont réagi, ils ont vraiment bien réagi cette fois-ci. Voilà, je suis très fier d'eux. On a écouté, bien sûr, François Monguei Gueye. Cette victoire était très attendue dans le staff, au niveau du staff, bien sûr. Mon cher Monguei Gueye. Ah ouais, c'est votre cher? Il commence pas. C'est votre ami? Oui, c'est mon ami. Ah, d'accord. Je l'admire beaucoup. Il commence par rentrer maintenant dans le championnat et comprendre les réalités du football du Togo. Et il était venu comme un champion. Aujourd'hui, il s'est résigné. Il sait à peu près ce qu'il attend maintenant. Et cette équipe, de l'entente 2, c'est une équipe qui a été proposée pour être champion. Mais à la lui où vont les choses, ils ont vraiment démérité. Ils ont essayé de se chambouler les choses. Et puis, à la fin, ils ont su que non, plutôt jouer le maintien sera mieux. C'est mieux. Au jour d'aujourd'hui, et c'est pas favorable à l'équipe en général de pouvoir titiller ceux d'en haut. N'est-ce pas? Cette équipe d'OTR... Vous allez chuter là-dessus, allez-y rapidement. On a vu une équipe d'OTR qui revient à petit feu, certes, mais qui n'arrive pas à cumuler les victoires. Mais je sais pertinemment que quand le mercato va commencer, ils vont commencer par chipper les joueurs un peu partout. Et la deuxième partie du championnat serait vraiment pleine. En tout cas, c'est là où le gros défi est attendu. La réaction des différentes équipes pour la deuxième ou la seconde partie, bien sûr, du championnat. On va écouter Nouroudine Amedou, le coach adjoint de l'AS OTR. C'est les joueurs normal qui devaient prendre leur destin en main. À chaque fois qu'on gagne, on revient sur une défaite. On gagne un match, on revient sur une défaite. Mais vous allez remarquer que le discours du coach est toujours le même. Et il va falloir que garder la constance. Puisque quand vous évoluez en dents de scie, c'est là sous-attend qu'il n'y a pas une marge de constance qui est
qui est au sein de l'équipe. Maintenant, les joueurs même, c'est à eux de prendre leur destin en main pour dire aujourd'hui que voilà, après cette victoire, nous n'en aurons plus. Au pire des cas, ça sera un match nul. Donc je crois que la balle est dans le camp de ce côté. Il dit, on gagne, on perd, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Oui, ben ça veut dire qu'au niveau du staff technique, ils estiment qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont donné les consignes possibles. Ils ont replacé toutes les fois possibles. Surtout quand il dit que les joueurs devaient prendre désormais leur destin en main. Oui. Ça veut dire qu'à leur niveau, eux, ils ont fait pour eux. Maintenant, il revient aussi aux joueurs de faire leur part sur le terrain. Sinon, c'est vraiment décevant. Hein, c'est vraiment décevant. Vous allez voir un entraîneur qui également est angoissé, hein, qui est angoissé par le classement. Et quand il dit que dès qu'il y a une victoire, après il y a toujours une défaite, je pense qu'il faut arriver à stopper cette mauvaise spirale pour cette équipe-là. Et puis, ça peut aller maintenant. Comme David l'a dit, je pense qu'il y a la phase retour où ils auront un petit temps, 2 ou 3 semaines, hein, pour se remettre très rapidement en cause, hein, pour renforcer l'effectif. Mais on peut dire qu'en termes de contenu de jeu, ASOTR a produit du bon jeu, du bon contenu, tout comme l'AS Bina, tout au long de cette première phase. Maintenant, je pense qu'il faut aller chercher ce buteur-là pour permettre à l'équipe de toujours faire la différence. Et surtout avoir des défenses solides pour arriver à conserver justement ces buts. Vous voulez parler de l'ASOTR? Allez-y rapidement pour qu'on continue. On a vu déjà ce qui prépare là-bas. Eh bien, il va falloir réellement surveiller. Mais je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur adjoint. Le fait de dire que c'est les joueurs qui doivent prendre leur destin en main. Non. C'est pas ça. Et il est en train d'envoyer un message sérieux à ces joueurs-là. Si les joueurs n'ont pas compris, monsieur veut juste dire que quand il y aura mercato, on va se libérer de vous. Mais il est en train de leur demander de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils le font. Si ça ne marche pas, depuis quand on a renvoyé un joueur parce qu'il n'y a pas de résultat? C'est l'entraîneur qu'on envoie toujours. Très bien. Donc, c'est à eux de trouver les mots ou bien la chimie nécessaire pour pouvoir faire gagner l'équipe. Ils ont des joueurs. Mais dire aux joueurs en même temps que préparez-vous à partir, attention, c'est grave. C'est très grave. On attend de voir. En tout cas, on a terminé pour le décryptage. On regarde le graphique qui récapitule tous les résultats de la 12e journée avec, bien sûr, le 0-0 entre l'ASK et l'AS Boluissou, la victoire d'Asco, celle également de l'Unisport et puis de l'Étoile filante. On n'oublie pas également le succès sans tâche de Dito face à Gomido et puis le nul entre Espoir FC Dizio et puis l'AS Bina, et puis derrière la victoire renversante de l'Entente 2 devant l'ASOTR. En tout, 15 buts marqués. C'est la journée qui a, en tout cas jusqu'à présent, donné le plus de buts dans cette première phase. On attend de voir la 13e journée qui va arriver le week-end à venir pour voir si peut-être, Charles, David, on aura peut-être 18 ou 20 buts. On attend de voir. C'est l'espoir de tous. Hein. N'est-ce pas? On l'espère bien. On l'espère très bien. Mais si on va enchaîner, parler football toujours, mais cette fois-ci chez les dames, avec la fenêtre des playoffs. Hein. Charles, vous connaissez très bien également ce championnat qui finit tout doucement comme ça. On se demande, on va regarder rapidement le graphique des résultats qui résume bien sûr cette plage des playoffs aller, voilà, avec l'US Amo qui est arrivé à gagner, bien sûr, son match. Asco féminine. C'est la première défaite d'Asco dans ce championnat. Et puis le nul entre l'US Korokim et la SOTR, ça montre que oui, mon cher Charles, les playoffs sont vraiment disputés avec beaucoup de bravoure. Hein. Oui, avec beaucoup de bravoure, mais au même moment, je ne sais pas si au niveau de l'ASCO féminine, c'est une démotivation, puisque depuis quelques années, difficile de battre cette équipe féminine d'ASCO-là, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. C'est également une équipe qui arrive à donner très rapidement 7-0, 11-0 à l'adversaire, compte tenu de la qualité des joueuses qui sont là-bas. Maintenant, sur ces playoffs, des matchs décisifs, qui ouvrent la porte pour la finale. Afin de dégager le représentant en Coupe continentale l'année prochaine. Il y a un match retour à domicile. Je pense bien que les joueuses de l'ASCO vont se réveiller. N'est-ce pas? Surtout que pour les clubs qui sont déjà éliminés, on a vu les joueuses qui sont déjà parties ailleurs. Dans d'autres clubs, notamment au Bénin à côté ici. Je pense que moi, ce sera pour moi un coup de gueule. Il faudrait vraiment qu'on donne des moyens également à ce championnat féminin.
Vous avez vu un championnat qu'on a démarré depuis pratiquement l'année dernière. Pratiquement On est dans une nouvelle saison, mais c'est parce qu'entre-temps, il y avait eu des problèmes qui sont restés au niveau de la commission de discipline, de la commission de recours. Ça a fait traîner les choses. Je pense que ça ne booste même pas les filles à se donner comme cela se doit. Mais quand même, US Amou a félicité, oui. Parce qu'on a vu déjà pratiquement, ça fait la 3e saison qu'on est en train de voir cette équipe-là qui est en train de monter progressivement et qui, en tout cas, est en train de donner la voie pour dire que nous aussi, nous sommes éligibles pour la Coupe continentale. Et du travail qui se fait tout doucement là-bas. On aura le temps de revenir, bien sûr, sur sa play-off. Ne vous inquiétez pas. Il y a des infrastructures neuves. Ah oui. Ah oui, très joli très joli à voir. C'est normal, n'est-ce pas? Quand on a des gens derrière, c'est normal. C'est normal. On aura le temps, en tout cas, de revenir sur cette activité, cette actualité, bien sûr. On va faire un peu la pause avec le jingle de l'émission et derrière, on revient pour parler, bien sûr, de la CAN de handball, messieurs, qui se déroule actuellement au Rwanda. Tout à l'heure. Oh, 15 minutes. Compétition. On va en parler bien sûr de la CAN de handball, messieurs, qui se déroule actuellement à Kigali au Rwanda avec plusieurs nations, notamment le Bénin, bien sûr, qui revient dans la compétition après 30 ans, bien sûr, d'absence. Ah oui, c'est très très bien salué du côté de la Fédération béninoise de handball et puis tout ce qui va avec, mon cher David. Voilà par exemple une compétition où souvent ce sont les grandes nations comme les pays de l'Afrique du Nord qui sont le Bénin qui retrouvent la compète après 30 ans. Ça crée de l'engouement et on est très très fiers de ça. C'est le Bénin qui est à féliciter dans cette histoire. Oui. Et malgré l'absence qui a tellement duré, ils sont revenus. Et aujourd'hui, même si les gens vont parler qu'ils ont été bousculés par ces nations, ils ont participé. C'est l'essentiel, c'est de participer d'abord. On a vu une équipe du Bénin qui veut revenir devant le handball. Mais maintenant, ont-ils les moyens pour pouvoir revenir réellement? Parce que face à cette équipe du Nord, de l'Afrique, attention, ils ont les moyens, ils ont des joueurs professionnels. Je dis bien, même les championnats qui sont professionnels. Au Bénin, le championnat est comment? Est-ce que l'amateurisme continue toujours? Si on va vivre dans cet amateurisme et aller défier ces équipes qui sont professionnelles, on ne va jamais y arriver. Et c'est le cas de mon cher pays, le Togo. On a toujours cherché à faire du handball à la base. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des solutions pour pouvoir gagner ces équipes du nord de l'Afrique. Le retour du Bénin, votre inspiration là-dessus? Un retour très salué. Oui. Très salué. Moi, j'apprécie la politique qui se fait en matière de sport au Bénin. Vous allez faire le constat que ça fait déjà 3 saisons que le handball professionnel fait son cours au Bénin. Oui. Ben, je pense qu'après 30 ans, ils se sont dit pourquoi ne pas aller titiller le continent. Exactement. Et je me dis, c'est une très belle expérience. Et on a vu une équipe melting pot du Bénin, où il y a eu on a fait même appel à des internationaux, de ceux qui sont dans la diaspora, qui sont en venus France, un peu partout. Mais on peut dire que c'est déjà l'expérience. N'est-ce pas? On est allé titiller les grands, on a vu le résultat. C'est vrai que face au Maroc, l'écart est très grand, plus de 30 buts d'écart. Ils ont pris 52-28. 52-28, pratiquement 28 buts d'écart. Quand vous voyez un peu maintenant face au Congo, on va voir que c'est pratiquement le même niveau parce que ça fait 3 ou 4 buts. Ils ont perdu justement face au Congo 26-22. 26-22, 4 buts de différence. 26-22. Donc ça veut dire que le niveau est pratiquement le même. Et à force de venir, cette année, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, je pense qu'on va retrouver le meilleur niveau du Bénin. Et cela prouve, vous allez venir bientôt sur cette question, pourquoi l'Égypte? On va en parler tout à l'heure. Pourquoi l'Angola au niveau des dames? C'est parce qu'on met des moyens. C'est parce qu'on met les infrastructures en place, c'est parce qu'on permet le développement de cette discipline qui a tout ça là. Tout le monde n'aime pas le football. Oui, effectivement, tout le monde n'aime pas le football. Au Bénin à côté, pour l'instant, en matière de championnat, je pense que plus les Togolais sont au football et au basket, pour l'instant, on n'entend pas encore parler d'assez de joueurs ou de joueuses togolaises
de handball, oui. qui vont vers le Mais Bénin. ils y sont, hein. Oui. Ils y sont également. Il y en a plein. Il y en a plein. Surtout qu'au Togo, aujourd'hui, on est dans le développement du handball à la base. La preuve, on a voyagé avec l'équipe nationale pour un tournoi au Maroc. L'équipe senior du Togo, c'était carrément une équipe mi-cadette junior. Donc ça veut dire que ça va venir avec le temps. Les gens mettent les moyens. Pour le Bénin a mis les moyens. À un moment donné, ils ont voulu se juger à l'international. Ils ont vu ce que c'est, surtout qu'il y avait le ministre aussi derrière cette équipe-là. Absolument. Oui, je pense que ça motive. Et pour moi, je dis, le Bénin n'a rien perdu. N'est-ce pas? Mais le Bénin a acquis de l'expérience. Et si on ne sait pas faire, dans 4 ans, dans 6 ans, le Bénin là peut titiller. Le Bénin là peut titiller les grandes nations du handball. L'Ouganda également est dans cette compétition pour la toute première fois. Preuve qu'en interne, en amont, il y a une politique mise en place qui permet à cette nation d'arriver à la toute première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir réellement emboîter le pas à certaines personnes qui comprennent la véracité de la chose. Et l'Ouganda a essayé juste comme le football, ça ne marche pas tellement, pourquoi ne pas frapper à d'autres portes? Et voilà, ils sont partis dans le hand. Aujourd'hui, ils sont à la carte. Je rappelle qu'ils ont organisé le CHAN récemment, l'Ouganda. La prochaine CAN également, ce serait chez eux. C'est une politique. On continue, on commence par construire un petit peu. Et maintenant, après, pourquoi pas, comme l'a déjà souligné Charles, dans 5 ans, aller titiller ces grandes nations du handball. On sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens actuellement pour aller les titiller. Mais il va falloir former, envoyer ces joueurs à l'étranger, permettre à ces joueurs de faire des stages, d'aller jouer dans des clubs un peu cocasses pour pouvoir revenir et apporter leur expérience. Et pourquoi pas titiller, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et autres. On sait pertinemment que ça ne va pas marcher d'un jour à l'autre, mais dans 5 ans, si on se prépare bien, cette équipe d'Ouganda va surprendre un bon monde. Regardez, justement, ça c'est l'équipe nationale, bien sûr, qu'on a aperçue tout à l'heure lors de cette compétition. C'est une sélection, en tout cas, qui, oui, a également du potentiel. Mais comme vous le dites si bien, messieurs, il faut beaucoup de participation, beaucoup de travail en amont pour leur permettre un jour de venir à la hauteur des grandes nations de cette discipline handball. Et justement, on parle des grandes nations toujours dans cette compétition, les pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, voilà, le Maroc. Charles, la question elle est là, hein. Apparemment ce sont elles encore qui vont se tailler la grosse part du gâteau. Comme d'habitude. Comme d'habitude, vous savez, disons que ce que l'Afrique du Nord est en train de faire, c'est un peu ce que le Bénin aussi est en train de faire actuellement. C'est que ce soit le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, c'est la Libye, c'est-à-dire que ce sont des nations qui ont mis assez de moyens, d'abord, dans les infrastructures, après, dans l'organisation des compétitions au plan national, et puis après, dans la formation des techniciens. D'accord. J'avais venu tout à l'heure sur un sujet, toujours par rapport au Bénin. Mais le Bénin fait partie des premières nations à former des techniciens, licence D, IHF, après licence C, IHF. Par contre, il y en a parmi les Béninois qui sont partis faire la licence A, IHF. Vous voyez, ça veut dire que la réussite, c'est toute une chaîne. D'accord. Les infrastructures, la compétition, la formation des techniciens, et puis bon, le reste, c'est d'aller titiller le continent. À travers les compétitions. À travers les compétitions internationales. Je pense que l'Égypte, depuis pratiquement, je pense que ça fait 6 ou 8 ans, l'Égypte plane carrément sur le handball au niveau des hommes, au plan international. Même vous avez vu la dernière compétition, le dernier mondial. Oui, l'Égypte a bien représenté. A bien représenté l'Afrique. Maintenant, je pense que ce sont les moyens. Les États ont mis les moyens. Maintenant, si les autres aussi veulent être à l'image de l'Égypte, je pense qu'il est très important qu'au niveau aussi des autres nations subsahariennes, australes, sud-africaines et autres, qu'on mette également les moyens. Et puis bon, vous avez vu au niveau de l'Angola,
L'Angola a mis les moyens. L'Angola, à un moment donné, a fermé un peu le jeu sur le Bien football. sûr. Et on a mis les moyens Sur le handball et le basketball. Et vous allez voir, à chaque compétition, ils étaient, on parle de Primero Agosto, on parle de Petro de Luanda. Petro de Luanda. Ils sont toujours là. Et vous allez voir, au niveau de l'équipe féminine, Oui. les dames sont toujours présentes. Oui, ça, c'est clair. Donc, je pense que c'est toute une chaîne. Pour l'Égypte, c'est Oui. mérité. Le Maroc, mérité Mérité. également. L'Algérie, la Tunisie, toutes ces nations-là sont carrément en avance sur nous, autres, sur le continent. Et je rappelle, messieurs, en tout cas sous votre contrôle, hein, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières éditions, il y a eu toujours des pays de l'Afrique du Nord. Soit c'est l'Égypte, soit c'est la Tunisie, soit c'est l'Algérie. Et sur les 3 dernières éditions de la CAN, c'est l'Égypte qui est sortie toujours championne. Ils se sont préparés pour. Ils ont préparé quelque chose. Ils veulent être le maître incontesté du handball. Même si le football, ça ne marche pas, il faut parce que ça marche. Et voilà, ils ont trouvé leur part du gâteau et ils se sont encamparés Carrément, ouais. Et 3 saisons, 3 éditions. Où aujourd'hui, ils sont incontestés. Oui. Et on voit vraiment la preuve où il faut travailler, investir, préparer le terrain en amont, construire des infrastructures et permettre à ces jeunes-là de se former et de former des techniciens, comme vient de le dire Charles, et ne pas attendre. C'est le travail qui donne toujours la victoire. Mais si on est là, on ne verra rien. Ces équipes-là sont à féliciter. Moi, je trouve qu'ils travaillent comme ceux de l'Occident. D'accord. Ils ont cette la vision, elle est là. Mentalité des gens de l'Occident, et la vision est la même. Et je dirais même qu'ils partagent les avis avec ces gens naturellement, pour pouvoir le partage d'expérience, comment ça se fait ailleurs. Et si nous autres, on est recroquevillés sur nous-mêmes, on est là, on veut faire avec nos moyens de bord, on ne va jamais y arriver. Il va falloir réellement qu'on emboîte les pas à ces messieurs de l'Afrique du Nord. Eux, ils sont plus proches de nous que l'Occident. Ah oui, ça c'est clair, on est sur le même continent. Faire avec eux pour pouvoir évoluer aussi. Vivement. Félicitations à eux et je sais pertinemment que cette saison, le championnat qui est en cours aussi, l'Égypte va laisser tomber. Et ça part du gâteau. Ah, on attend de voir. En tout cas, sur les 3 dernières éditions, c'est l'Égypte qui est toujours sacré champion. On se rappelle de l'édition 2022 où l'Égypte a battu le Cap-Vert en finale, 37-25. C'était pas aussi grand comme écart, mais c'était la réalité. L'Égypte est souvent au-dessus, bien sûr, de la mêlée. On rappelle que cette compétition se déroule du côté du Rwanda, à Kigali. Là, on va ouvrir la petite parenthèse pour chuter. Voilà aussi un pays qui a choisi de mettre son nom sur de grandes compétitions, de grands rendez-vous sportifs, le Rwanda. Oui, on a vu déjà le Rwanda organiser la balle. Exactement. Basketball Africa League, oui. On a vu le Rwanda organiser le championnat d'Afrique senior de taekwondo. Bien sûr. On a vu le Rwanda maintenant organiser la Coupe d'Afrique et des Nations de handball. On parle très bientôt du championnat du monde de cyclisme sur route. Oh oui, sur route. Mais je pense que parfois aussi, c'est l'attractivité aussi pour la nation. Mais au même moment, c'est juste pour faire montrer ce qui se passe. Comment? Vous avez vu, il y a eu l'équipe nationale de football qui a été dissoute. Totalement. Au Rwanda. Totalement. C'est-à-dire qu'on est en train d'inculquer une valeur également. De l'excellence. Au peuple. En organisant, c'est vrai, on organise, ça apporte un peu à l'économie haute, mais quand même, on veut insuffler un nouveau dynamisme au sport national. Du vrai patriotisme. Du vrai patriotisme. Et je pense qu'au fil des temps, ça va venir aussi pour le Rwanda. Parce que c'est une nation également qui met les moyens en ce qui concerne les sélections nationales. Très très jeune, en tout cas, ces sélections du Rwanda, avec le temps, le travail, la planification et bien sûr la formation, ça finira par payer. Messieurs, tout doucement, on va refermer les portes de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. David, vous avez un mot rapidement et puis pour conclure tout ça. Merci à tous ceux qui suivent cette émission et merci à vous pour l'invitation. C'est le minimum qu'on puisse faire pour vous. Mon cher Charles. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Messieurs, ça a été un vrai plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous, avec des analyses aussi riches et bien diversifiées. On vous souhaite tout le meilleur pour la semaine, tout le meilleur également pour toute l'équipe technique, que ce soit Patrick, Fernand, Sylvain et tous ceux qui ont travaillé autour justement de la réalisation de ce nouveau numéro. On se souhaite tout le meilleur, surtout la bonne santé.
On se retrouve samedi à partir de midi, bien sûr, pour parler toujours sport sur notre antenne SOS Docteur TV. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.